Dans cette nouvelle vidéo réflexion, je vais parler de sensibilité, de comportement, d'inné, d'acquis, etc. Que ce soit pour le carpiste ou pour la carpe, dans les appâts, tout est affaire de sensibilité. Pour notre part, l'utilisation de tel ou tel appât sera surtout conditionnée par les sens comme la vue ou l'odorat, mais aussi par des situations mnémoniques qui seront d'ailleurs le plus souvent positives. Plus d'un arôme à bouillette sur deux est acheté parce qu'il plaît au carpiste et non pas parce qu'il a un intérêt indéniable pour attraper des carpes. Allez, je développe ça dans 10 secondes. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Là, vous vous dites, il attaque fort l'ancien. Mais pas d'inquiétude, vous allez tout comprendre. D'ailleurs, j'avais déjà à l'époque écrit des articles similaires dans les revues Carpe pour expliquer cela. Mais là, je vais vous le faire sous forme de vidéo. Alors, je sens déjà l'esprit taquin des plus anciens de dire Mr Bates est de retour. Bon allez, on revient au sujet et surtout, on n'oublie pas de s'abonner. Prendre en compte que c'est principalement la carpe qui décide, il s'agit là d'un pas que de nombreux carpistes n'ont pas franchi. Tous les arômes permettent de capturer les carpes, même si parfois l'un sera meilleur que l'autre dans certaines eaux. La confiance que l'on se donne en choisissant la couleur, la taille, l'arôme de nos bouillettes est essentielle. Mais ça ne suffit pas pour faire la différence. Ça serait trop simple et ennuyeux pour nous. On va commencer par faire un peu d'éthologie, qui est l'étude du comportement des animaux. Et pour un éthologue, chaque comportement est le produit d'un grand nombre de stimuli. Pour les carpes, ces stimuli peuvent être de plusieurs ordres, comme d'ailleurs chez la plupart des vertébrés. L'interprétation de tout ça est ensuite propre à chaque individu, en fonction de son positionnement dans le milieu où il vit, auquel viennent s'ajouter des paramètres totalement extérieurs comme l'heure de la journée, la saison, la température de l'eau, la présence de prédateurs et plein d'autres. Dans la gamme des stimuli, les sensoriels sont les plus nombreux, ensuite viennent les nerveux et pour finir les endocriniens dans le cadre de la fraye, qui peuvent eux empêcher la carpe de suivre les stimuli sensoriels et on le voit chaque année, en pleine fraye, elle ne mange pas ou peu, même si l'amorçage est appétissant. Mais un comportement ne se limite pas uniquement à ça, puisqu'il y a ce que l'on nomme l'inné et l'acquis, qui sont très présents dans les comportements que l'on observe. La partie innée, que l'on nomme aussi héréditaire, provient d'une mémoire inscrite dans les gènes de l'espèce. Chez les animaux, on appelle souvent ça l'instinct. À tout ça s'ajoute la somme des acquis qui provient de l'apprentissage de la vie dans le milieu et qui se transforme en expérience au fil du temps et produit souvent des comportements que l'on peut soupçonner d'intelligents mais qui sont en fait que des réflexes conditionnés par une succession de succès ou d'échecs. Par contre, dans le code de l'évolution de l'espèce, donc à très long terme, un acquis se transforme en inné pour les générations futures. Selon l'espèce, un poisson a une vie solitaire ou en banc, de plus ou moins grande importance, mais au sein d'une même espèce, on peut aussi trouver la totalité de ses comportements. Chez la carpe, au fil de son évolution, elle passe du banc au solitarisme, parce qu'à chaque stade de sa vie, il y a un intérêt. Lorsqu'elle est de petite taille, le banc permet de réduire les risques de prédation par de nombreux effets comme la dilution dans la masse ou la confusion pour le prédateur. En clair, plus on est fourmillant, plus on a de chances de survivre et que ce soit le voisin qui se fasse bouffer. Généralement, à ce stade, peu de problèmes de nourriture, car à la vue de leur taille, il en faut peu par individu, et elles restent de ce fait abondantes et donc facilement renouvelables. Par la suite, ce mode de vie grégaire se maintient, peut-être par une certaine habitude d'être accompagné, mais aussi très certainement à cause de la supériorité en matière de prospection, qui permet une meilleure exploitation de la nourriture existante. Forcément, plus on est nombreux à chercher quelque chose, plus on a de chances d'en trouver. On se rend bien compte, en tant que pêcheur, que les carpes moyennes sont généralement les plus faciles à prendre et qu'elles sont souvent les premières à se nourrir. Et le fait qu'elles évoluent en banc font que chaque individu doit obligatoirement se nourrir avant ses congénères s'il veut survivre. Mais plus la carpe avance dans sa vie, plus ce mode de vie a d'inconvénients. Et oui, plus on est de monde à table, si la gamelle est la même, moins on a à bouffer. C'est une logique implacable. Seulement voilà, plus on est grand et fort, et plus on a besoin de calories. Et on devient moins partageur. C'est le plus souvent le comportement en termes d'approvisionnement de nourriture qui fait que les grosses carpes sont solitaires. Quand je dis solitaire, ça ne veut pas dire obligatoirement seul, mais un très petit nombre d'individus, 2 ou 3. Les carpes sont regroupées en bancs uniquement parce que les bénéfices sont supérieurs. Dès que ça s'inverse, il y a séparation des plus gros individus. Il s'agit là du comportement le plus souvent observé. Mais il est évident que ça n'est pas toujours aussi simple que ça.
Dans le cas par exemple d'une trop grande expansion de la population carpe dans un endroit donné, la nourriture naturelle, bien qu'au départ suffisante, va se restreindre au minimum. Dans ce cas-là, les plus gros individus vont carrément changer de mode d'alimentation pour pouvoir survivre. C'était le cas du Rio Ebro en Espagne il y a une trentaine d'années lorsque j'ai commencé à le pêcher, où la surpopulation de carpes a créé un déséquilibre, si bien que la plupart des gros poissons pris dans la partie basse de l'Èbre l'étaient en pêchant au vif ou au poisson mort. Pourquoi ça? Tout simplement parce que la survie passait par un comportement totalement carnivore. Aujourd'hui, le phénomène s'est de nouveau inversé. En effet, les silures ont limité la population de carpeaux, ce qui a pour conséquence une augmentation de la taille des plus vieux individus, tout ça parce qu'il y a moins de prédation sur la nourriture naturelle et qu'elle a le temps de se renouveler. Pour imager ce déséquilibre, encore une fois avec mon ami Lambert, pendant des vacances d'été en famille en Espagne, nous avions décidé de faire un petit test. La pêche se ferait en 2 jours, 12 heures par jour, ce qui permettrait de ramener cela à 24 heures. Car nous ne pouvions pas pêcher la nuit, par manque de matériel et surtout par opulence de moustiques. Les pêcheurs qui ont pratiqué le Rio Ebro dans sa partie basse me comprendront. Et au final, avec 3 petites boîtes de maïs doux chacun, nous avions pris 427 carpes avec une canne unique par personne, et surtout sans aucun amorçage. Cette pêche plaisante à l'époque ne me réjouirait certainement plus maintenant. Cet état comportemental est similaire dans les plans d'eau surpeuplés, où ce déséquilibre existe aussi entre le cheptel piscicole et la nourriture existante, sauf quand les pêcheurs compensent le manque par un apport important de protéines issues des appâts. Lorsqu'on cherche à comprendre les comportements des carpes, être anthropomorphe devient quelquefois utile. Par contre, on ne doit pas s'arrêter à des considérations strictement humaines, mais uniquement s'en servir pour réfléchir. Il faut donc réfléchir au concept, pour éviter les erreurs. Qu'est-ce que le concept? C'est la représentation que l'on se fait d'une chose précise, et ce, grâce à notre état mental et à son contenu. Ne vous sauvez pas, j'explique. Si l'on mange une banane les yeux bandés, nous savons que c'est une banane, simplement par son goût. Pourquoi pouvons-nous mettre une image sur un arôme? Simplement parce que nous en avons une représentation mentale qui est associée. Tout le monde a déjà vu une banane, c'est ça le concept. Est-ce que l'état mental d'une carpe lui permet-il de conceptualiser un arôme par rapport à un autre? Perso, je le pense pas. En tout cas, pas dans les normes humaines qu'on s'est fixées. Lorsqu'une carpe voit une écrevisse, essaye-t-elle de la manger parce qu'elle désire manger l'écrevisse? Il semble pratiquement impossible qu'une carpe puisse avoir le concept d'écrevisse. Il est probable que la carpe ne veuille pas véritablement manger l'écrevisse, mais qu'elle souhaite simplement déguster cette nourriture qui lui permet de se développer sereinement et de se sentir en pleine forme. Est-ce que sa représentation mentale du reste du benthos est identique? Cela semble aussi évident que la carpe ne doit pas posséder non plus le concept d'espèce, et donc que tout appartient à la même catégorie d'aliments que l'écrevisse. Sans concept, il revient donc à dire que les arômes sont de simples marqueurs olfactifs et que la plupart du temps, les choix faits par les carpistes le sont plus souvent en fonction du nez de celui-ci. Vous allez me dire, comment se fait-il alors que certains arômes sont plus prenants que d'autres dans tel ou tel plan d'eau? Ou encore, pourquoi essaye-t-on souvent de calquer nos bouillettes à un plan d'eau précis en fonction de renseignements qu'on a glanés? Eh bien tout cela est bien une question de sensibilité qui est propre à chaque carpiste. Aucun d'entre nous, pour partir en session, ne ferait des bouillettes avec un arôme totalement nouveau, que personne ne connaît et dont l'odeur ne nous plaît pas du tout. Il s'agit là de la réaction la plus courante. Dans ce cas, pourquoi faisons-nous des bouillettes avec du monster crab, squid et autres shellfish? Ce n'est pas pour notre attrait olfactif pour ce genre de bouillettes. Ou si c'est le cas, faut consulter très rapidement. Comment se fait-il alors que nous allions quelquefois à contre-courant de nos sens les plus aigus? L'esprit d'analyse. Voilà ce qui fait la différence. Nous savons mettre de côté la perception d'un sens au profit d'une situation. Ça pue, mais ça permet de prendre de belles carpes. Donc je ne m'occupe pas de l'odeur, même si elle est difficilement supportable. J'entends de là certains se dire que dans ce cas, c'est la preuve que les arômes servent à que dalle. Ne soyez pas tout de suite aussi radical. Il est vrai que les bouillettes neutres peuvent prendre aussi des carpes, mais les arômes restent, comme je l'ai déjà dit, de formidables marqueurs. Ils permettent de faire jouer la mémoire des carpes sur de simples effluves. Et de toute manière, les bouillettes soi-disant neutres ont aussi des marqueurs olfactifs, moins perceptibles pour le pêcheur, mais néanmoins présents, et que la carpe a la faculté de détecter.
Dans la confection d'appât, il faut se rendre à l'évidence que le choix des ingrédients est primordial. L'arôme est aussi important que les farines et les additifs. Reste à définir la véritable utilisation de cet appât. Prenons comme exemple un post productif, entretenu depuis assez longtemps avec des bouillettes équilibrées, de bonne qualité, contenant de bons ingrédients, qu'elles soient de fabrication personnelle ou du commerce, là on s'en fout. Qu'est-ce qui fait qu'au fil des semaines, les carpes viennent, se nourrissent et surtout reviennent visiter le poste? Dans le cas le plus extrême, c'est qu'il n'y a rien à bouffer et qu'elles n'ont pas d'autre alternative pour survivre. Vraiment très rare en milieu totalement naturel, que ce soit en lac ou en rivière. Ou alors, c'est peut-être que sur cette longue période, elles ont pu s'apercevoir que le fait de se nourrir avec ces choses au goût particulier est aussi intéressant, voire plus que la nourriture naturelle. Les choses dont je parle sont les appâts, bouillettes, graines, etc., immergés lors des amorçages. Mais rappelez-vous que l'état mental des carpes ne leur permet pas de le conceptualiser. Maintenant, une fois que le post tourne à plein régime, vous arrivez avec des crab baits, bouillettes de merde en anglais, à l'aspect et à l'arôme totalement identiques, mais que vous n'utilisez uniquement qu'en échage. Vous serez surpris que le résultat soit identique qu'en mettant sur le cheveu des bouillettes que l'on dit haut de gamme et qui ont servi pendant tous les amorçages réguliers du poste. La première chose qui en ressortira, c'est inévitablement que les bouillettes de merde, on va garder l'appellation pour bien comprendre, sont aussi efficaces que les autres, et que la recherche de la bouillette ultime n'est que de la masturbation intellectuelle. Eh bien pas du tout, il s'agit de l'effet qui s'apparente au conditionnement d'un individu. En aucun cas, les carpes n'auront eu le temps de se rendre compte de la supercherie, simplement parce que ces bouillettes de merde n'auront pas eu le temps d'être consommées par les carpes, puisqu'uniquement présentes sur les montages. Donc pour elles, il s'agissait de la même chose. Prenons maintenant le cas où à l'inverse, vous entretenez un poste avec des appâts totalement indigestes, donc les mêmes bouillettes de merde, et que pour la pêche, vous utilisez des èches haut de gamme, avec toujours un aspect et un arôme identiques. Eh bien, il est fort vraisemblable que le résultat ne sera pas aussi flagrant que lors du test précédent. La cause en est que sur ce poste, au bout d'un certain temps, les carpes ne consommeront plus votre amorçage, parce qu'elles auront le temps de découvrir que cette nourriture ne leur apporte rien, ou dans les cas les plus extrêmes, les incommode. Et donc, même votre super bouillette sur le montage, qui a le même aspect et le même arôme que les bouillettes pourries que vous balancez à chaque amorçage, ne fera aucune différence. Dans les deux cas, bon ou mauvais, c'est l'arôme marqueur qui va générer le phénomène d'acceptation ou de refus. Donc un petit conseil en passant, lorsque vous arrivez sur un poste qui a déjà été pêché pendant la semaine précédente, ne calquez pas votre pêche sur ce que les précédents occupants ont fait, après avoir discuté avec eux. Sauf si les appâts utilisés vous semblent bons car connus. Juste pour éviter de vous retrouver dans le cas où le ramorçage de la semaine a été fait avec des crab baits, ceci est une situation qui peut facilement se concevoir dans un plan d'eau privé où la pêche est souvent droit devant soi. Nous avons donc vu que le comportement d'une carpe envers une source de nourriture est différent en fonction de sa taille et de son âge. Mais pour nous, pêcheurs, le plus difficile à évaluer est la capacité de mémorisation d'une carpe. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que malgré une certaine généralité dans les comportements, il reste une partie que l'on peut définir d'erratique, propre à chaque individu. Et là, c'est la même chose pour toutes les espèces. Et heureusement que la carpe est soumise aux mêmes lois, sinon on prendrait toujours les carpes aux mêmes endroits et à la même heure. C'est aussi ce qui fait que la pêche ne sera jamais une science exacte et que même si tous les indicateurs sont au vert, on peut faire des capots terribles. Dans la partie sur l'éthologie, on a vu que pour tout possesseur d'un cerveau, la mémoire contribue pleinement à la vie, voire à la survie, au-delà des réactions purement instinctives. L'enregistrement de ce qui est agréable et désagréable permet d'anticiper et de sélectionner les actions les plus appropriées pour les événements prévisibles. La mémoire permet d'apprendre et cet apprentissage est bénéfique à ceux qui vivent assez longtemps pour mettre en application ces acquis face à des situations précises. Malgré tout cela, il reste une part de mystère sur certains comportements. Par exemple, dans un plan d'eau, il arrive de prendre 2 fois la même carpe avec le même appât au cours d'une même session. Ou encore, de prendre une carpe qui a déjà un montage dans la bouche. Que peut-on en déduire? Que c'est la gourmandise qui l'a fait succomber 2 fois malgré le désagrément déjà subi? Que la carpe est toujours en phase d'apprentissage et qu'elle n'a encore pas vraiment assimilé ça comme du danger? Ou alors simplement que l'individu en question est proprement stupide, ce qui peut aussi se produire dans le monde animal. Mais l'inverse se produit aussi. Par exemple, des carpes quasi imprenables. Ont-elles un sens affûté pour détecter ce qui est dangereux sans jamais y avoir goûté? Possèdent-elles un 6e sens ou plutôt un 1e sens, un sens qui ne soit pas palpable ni quantifiable scientifiquement,
qui pourrait découler d'une perception inconnue et qui obéirait à des lois dont nous n'avons pas connaissance. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas tous les modes de fonctionnement des animaux qu'il faut obligatoirement les nier et les croire totalement cons. Pour la carpe, cette sensibilité peut être physique, physiologique, psychique, voire totalement aléatoire. Les poissons n'ont pas un pouvoir de réflexion élaboré, chaque stimulus sera donc des plus basiques. Néanmoins, bien que simple, ça ne veut pas dire que tout est stimulé par les sens comme la vue, l'odorat, le goût, et par contact lorsqu'elle se roule sur les appâts, ou encore sonique ou vibratoire par l'ouïe ou la ligne latérale. Il y a aussi un point que peu de gens mettent en évidence, c'est la sécrétion de substances qui avertit les congénères par diffusion dans l'eau. Cette manière de communiquer est très utilisée par certaines espèces pour avertir de l'attaque d'un prédateur. Il s'agit chez les poissons grégaires d'un mode de communication évolué et qui apparemment est présent chez la plupart des cyprinidés. Donc, dans les moments d'euphorie alimentaire, il se peut que seule cette substance sécrétée par un poisson se nourrissant de manière boulimique déclenche une frénésie chez les carpes qui se trouvent à proximité et que ceci n'a rien à voir avec le côté attractif de nos appâts. Alors franchement, si l'on découvrait que c'est le cas, on n'aurait pas trop l'air malin avec toute notre chimie des appâts. Hein. Et bien qu'on commence à y voir un peu plus clair dans les appâts, il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur l'attractivité réelle des produits qui nous servent à les confectionner. Ça me remplit de joie, car ça permettra à de nombreux carpistes de faire travailler leurs neurones, rêvant comme moi à des jours encore meilleurs. Mais pour terminer, je vais répondre à une question qui revient souvent sur les arômes. Et je vous le dis officiellement, oui, même les bouillettes, arômes, kebab, salade tomate oignon sont prenantes. Ni plus ni moins que celle à la zobaline, cet arôme irrésistible utilisé depuis des lustres par Jackie, un vieux routard de la carpe de la région parisienne qui se reconnaîtra, si tant est qu'on puisse encore s'en procurer facilement. D'ailleurs, ça me rajeunit pas tout ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si vous êtes satisfait, on pense au petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis surtout, la petite cloche de notif pour les autres vidéos qui arrivent plusieurs fois par mois. À bientôt et gardez la pêche.